Le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, définitivement condamné dans l'affaire des biens mal acquis. Après 14 ans de procédure, il est reconnu coupable de s'être constitué un patrimoine frauduleux en France, patrimoine d'une valeur totale estimée à 150 millions d'euros. Une condamnation définitive qui ouvre un nouveau chapitre désormais, celui de la restitution de ces biens à la population équato-guinéenne. Et en plateau avec nous pour commenter cette décision de justice, Sarah Brimbeuf, bonsoir. Vous êtes responsable du plaidoyer flux financiers illicites chez Transparency International France. Cette décision, bien, elle clôt, je le disais, le chapitre de la confiscation et elle ouvre celui de la restitution. Alors, comment cela va se passer concrètement désormais ? Exactement. Alors, je reviens juste, c'est vrai que c'est une décision historique, emblématique. Ça fait plus de 14 ans que les procédures sont menées dans cette affaire et ça met vraiment un point final à l'étape de la confiscation et ouvre celui de la restitution. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, il y a des biens à vendre. Il y a un hôtel particulier situé avenue Foch, dans le 16e à Paris, qu'il va falloir vendre. Une fois que l'AGRASC, c'est l'Agence française de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués, excusez-moi pour l'acronyme, aura récupéré l'argent fongible, eh bien, il sera placé sur une ligne budgétaire au sein de l'État français. Et ensuite, il pourra être affecté à des projets de développement en Guinée équatoriale. Alors, il transitera soit par l'Agence française de développement, soit par des organisations non gouvernementales internationales qui candidateront dans le cadre d'appels à projets, qui, on l'espère, seront les plus transparents et impartiaux possibles. Et justement, comment est-ce qu'on est certain que l'argent de ces biens revienne in fine à la population guinéenne? Alors c'est tout l'enjeu, c'est l'un des grands risques en matière de restitution. On parle de sommes qui sont considérables, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, 150 millions dans l'affaire précise, mais il y a d'autres affaires. Il y a des principes, des garanties qui peuvent être mises en amont, qui peuvent être installées. C'est le cas dans le cadre du dispositif français qui a été adopté la semaine dernière. Les affaires, les deux actualités se suivent. Il y a des principes de transparence, donc savoir où vont les fonds, pouvoir les tracer depuis le premier centime, depuis la première étape jusqu'à la fin. Principe de redevabilité, que les autorités impliquées dans le processus rendent des comptes en cas de malversation, de détournement, les autorités françaises, mais comme les autorités sur place, ou les intermédiaires, AFD ou organisations, si ça se passait mal. Et enfin, l'un des principes les plus importants, je finis par celui-ci, l'implication des ONG locales sur le terrain, qu'elles puissent être impliquées à toutes les étapes du procès. Pour être très concret, c'est clair, mais je voulais vous poser une question encore un peu plus concrète. Est-ce qu'à un moment donné, les habitants de Guinée équatoriale verront cet argent dans leur poche, ou ça sera au niveau de l'État, ou comme vous disiez, des développements de certains projets dans le pays? Alors, toutes les options sont encore sur la table. Le premier objectif, c'est bien sûr que ça bénéficie in fine à la population en Guinée équatoriale. Ça sera pas un transfert du Trésor public français vers le Trésor équato-guinéen. C'est pas ce que prévoit le dispositif qui a été adopté. Mais si on se fonde sur des pratiques qui ont déjà existé, sur des expériences de la Suisse par exemple, ça pourrait être des transferts tous les mois aux femmes par exemple. On a prouvé que ça marchait. $50, $100 avec des critères particuliers qui auraient été décidés. Ou des bourses au mérite pour les étudiants. Toutes les options sont encore sur la table. Le nouveau chapitre va s'écrire, mais tout ça encore à décider. Bon, en tout cas, la France, elle a beaucoup avancé au niveau du droit dans ces affaires de biens mal acquis. Évidemment, il y a 15 ans, quand on a déposé les premières plaintes, c'était inespéré d'obtenir une condamnation. Comment on l'explique justement, avant de vous laisser développer, comment on l'explique justement que ça s'est accéléré d'un coup? Alors je pense qu'on doit beaucoup aux organisations, aux ONG dans cette affaire. Les ONG, Transparency International, Sherpa, des citoyens des pays d'origine ont déposé plainte. Les plaintes ont été classées sans suite. On a fait appel de ces décisions, on s'est battu pour être reconnu, pour que notre rôle dans le déclenchement de l'action publique dans ces affaires soit reconnu. On a joué un grand rôle et on compte jouer un rôle aussi dans les prochaines étapes, celle de la restitution. Oui, et puis c'est aussi une décision historique parce que ça risque de faire jurisprudence, bien entendu. Et cela va sans doute mettre un terme à une pratique relativement tolérée jusqu'alors en France, il faut le dire. Exactement, il n'y avait pas d'affaires. Là, il y en a une vingtaine qui sont ouvertes, une vingtaine d'affaires de type bien mal acquis qui font l'objet d'une enquête, d'une instruction. La situation a changé et on ose espérer que ça puisse aussi inspirer au-delà de la France. En Europe, vers nos voisins proches, l'Espagne est très à la Costa Brava, plaît beaucoup aux dirigeants étrangers, pas forcément très voilà. Et l'Union européenne, on pourrait espérer une législation au niveau de l'UE qui pourrait, une législation en matière de restitution et puis en matière de blanchiment pour éviter que ces pratiques prospèrent. Merci beaucoup Sarah Brimbeuf en tout cas d'être venue sur le plateau de TV5 Monde pour commenter cette décision de justice donc historique. Merci à vous. Merci à vous.